Le 19 octobre 2017, le télescope Pan-STARRS-1 de l'Université de Hawaï détecte un objet de quelques centaines de mètres en forme de galette s'éloignant à vive allure de notre Soleil. Des télescopes de tous les continents sont immédiatement orientés vers le bolide. Il faut faire vite, l'étrange objet s'éloigne à plus de 87 km par seconde. L'étonnante galette n'est rien de moins que le premier objet interstellaire jamais observé dans notre système solaire. L'objet est rapidement nommé Oumuamua, littéralement « éclaireur venant du lointain » en langue hawaïenne. Outre sa forme étonnante, le bolide révèle des anomalies jamais reconnues sur de tels objets, ni sur des météores, ni sur des astéroïdes. Une haute réflectivité intermittente, une faible émission thermique et une étonnante accélération après être passé à proximité du Soleil. Abraham Loeb, directeur de l'Institute for Theory and Computation de la prestigieuse université Harvard, propose alors dans le très sérieux Astrophysical Journal Letters que Oumuamua pourrait bien être rien de moins qu'un fragment ou une sonde pleinement opérationnelle envoyée intentionnellement à proximité de la Terre par une civilisation extraterrestre. Si l'hypothèse est vivement discutée, elle est établie par de robustes scientifiques de l'une des plus grandes institutions au monde, embrasant les médias de tous les continents. Cette seule hypothèse, ce doute vertigineux interstellaire, fascine immédiatement. La source de cette fascination est celle d'une intelligence extérieure à l'homme. Une intelligence totale, possédant la pleine conscience de soi et de l'immense complexité de nos réalités matérielles. Mais une intelligence qui ne nous appartiendrait pas. Cette perspective interstellaire, cette convocation des intelligences lointaines, nous rappelle que les humains sont désormais solitaires, orphelins, seule conscience encore vivante à même d'analyser chaque énigme de l'univers qui nous entoure. D'innombrables autres formes d'intelligence animale, mais point de conscience avec qui échanger, avec qui se comparer, avec qui discuter, simplement. Ces intelligences extérieures à nous, lointaines, existent peut-être dans l'immensité de l'univers, énigme suprême. Mais elles ont existé avec certitude dans un temps qui nous apparaît lointain, mais qui est en réalité extrêmement proche. Or, ces intelligences-là, autre énigme, se sont progressivement éteintes à travers les millénaires, point de bascule de l'histoire de l'humanité marquant l'ultime instant où une conscience extérieure à l'homme, telle que nous le concevons, a existé, nous a rencontrés, s'est frottée à nous, altérité perdue et qui hante encore nos espoirs et nos peurs de l'intelligence artificielle, renaissance instrumentalisée d'une conscience qui ne nous appartiendrait pas. Dans ce creuset de nos imaginaires se structurent nos fantasmes les plus bouleversants, s'ébauchent nos conceptions d'une humanité ambiguë, disparue. Pourtant, cette conscience extérieure à nous, cette intelligence éteinte, n'a jusqu'alors été définie que sur les bases étroites de l'intelligence humaine, telle qu'elle nous est immédiatement perceptible. Néandertal est l'une de ces intelligences au loin. Et de toutes ces intelligences éteintes, elle est probablement la plus fascinante. Et cette lointaine coexistence d'humanité syncrétise l'intégralité de nos constructions intellectuelles, de la pop culture jusqu'au champ de la pensée scientifique. Mais Néandertal est aussi le premier des derniers sauvages redécouverts à chaque génération. D'Hérodote à Colomb, de Rousseau à Bougainville, d'Ichi jusqu'au Gentle Tucidæ, tribu fantasmée de l'âge de la pierre taillée, qui occupa en 1971 la position convoitée de derniers hommes des cavernes dans l'imaginaire occidental. Ces sauvages sont toujours les derniers, à chaque génération, et sont encore là, évidemment. Ils reparaissent de temps à autre dans les médias et représentent encore et toujours le souffle ultime de l'immense préhistoire dans nos constructions imaginaires. Ces derniers sauvages s'alignent sans fin depuis des millénaires, croisent nos espoirs de monde perdu, de Yéti et de Barmanou, jusqu'au rivage des géographies mystérieuses de Jules Verne. Les derniers néandertaliens nous projettent dans un univers méconnu où d'autres consciences viennent hanter chaque friche abandonnée. Malgré la colonisation de toute parcelle naturelle,
Malgré la conquête de chaque centimètre de notre planète, malgré tous nos efforts de destruction des espaces naturels, ces intelligences refusent de disparaître, ne cessent de hanter nos représentations du réel, dans ces franges, dans les limites du monde, îlots, vallées, continents, espaces refuges, zones broussailleuses, dans les espaces indéfinis, enracinés dans une géographie incertaine, vacillant entre Mu et l'univers intangible des Celtiques d'Hugo Pratt. Les témoignages lointains de cette humanité-là laissent entendre que Néandertal ne fut jamais un autre nous-mêmes, ni un frère, ni un cousin en ce qui concerne ses structures mentales, mais une humanité autre, pleine et entière. Approcher cette humanité induirait en préalable l'apprentissage singulier de la confrontation à des consciences fondamentalement divergentes. Affronter la créature. Cela fait 29 ans que je passe l'essentiel de mon temps à gratter inlassablement la terre des grottes. Pas n'importe quelle grotte, et pas n'importe quelle terre, mais un sol encore hanté de la présence de Néandertal. 29 ans à traquer la créature, à me faufiler dans les étroitures et les fissures où elle a vécu, mangé, dormi, croisé d'autres humains, les autres et les siens. Ou parfois il est mort. Et pourtant, après 29 années passées les mains dans cette terre-là, dans ce cambouis des grottes, je n'arrive toujours pas à discerner nettement qui fut Néandertal. J'ai extrait, analysé, tergiversé, souvent cru comprendre, surtout au début d'ailleurs, avant de réaliser que ça ne collait pas. Surtout au début, effectivement, car lorsqu'on regarde la créature de loin, on a cette impression trompeuse d'évidence, de facilité à la comprendre. L'archéologue, comme l'anthropologue, doit s'efforcer de voir à la fois de près et de loin, selon le titre de Claude Lévi-Strauss. Mais peut-on légitimement approcher Néandertal en anthropologue ? Rousseau s'interrogeait sur l'humanité des grands singes, à l'inverse de ceux qui rejetaient l'humanité de sauvages, qui ne sont pourtant rien d'autre que des homo sapiens de cultures différentes. Les frontières de l'humanité ont toujours été incertaines, floues, et de nombreuses sociétés considèrent les animaux au même titre que des humains, déplaçant le centre de gravité, replaçant l'homme comme la simple partie d'un tout. Un tout immensément plus subtil que celui que nous pourrions percevoir armé de nos seules constructions sociales, qui extrait et isole artificiellement l'homme de son milieu. Où se situe Néandertal dans ce labyrinthe-là ? Qui, de l'homme ou de la créature, prendra le pas dans nos inconscients ? 1000 manuels vous informeront des traits évidents de cette humanité éteinte, de son absence de menton, de son front fuyant, du torus sus-orbitaire surplombant ses yeux, de sa capacité cérébrale supérieure à la nôtre. Petit, trapu, robuste, remarquable artisan, il partageait avec nous un ancêtre commun il y a plus de 400 millénaires. Ces mêmes manuels vous montreront sa remarquable musculature ou la mécanique de ses doigts qui induit une préhension un peu différente de la nôtre. Ils vous parleront des immenses territoires où cette humanité s'épanouit, des rivages de l'océan Atlantique jusqu'aux abords de l'Altaï, les vastes montagnes séparant l'ouest de la Mongolie des étendues sibériennes. Et puis ils évoqueront l'extinction assez subite de cette humanité il y a une quarantaine de millénaires. Dans les dernières pages de ces manuels, vous vous trouverez confronté à des conclusions souvent allusives sur ce qu'il fut vraiment, car il est bien entendu que ni la forme de notre crâne, ni la courbe de nos fémurs, ni la position de notre pouce n'ont jamais défini ce qui fait de nous des êtres humains. Et s'aventurant au-delà de l'évidence matérielle de ces morphologies osseuses, les derniers chapitres des meilleurs manuels doutent, tâtonnent, se confrontent à l'incertain. Quant aux ouvrages qui se font fort de balayer le doute, arguant d'une connaissance désormais bien circonscrite de cette humanité éteinte, peut-être est-il prudent, à bien y songer, de les refermer pour y réfléchir posément. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.